Bonjour, j'ai le plaisir d'être ce matin avec Hubert Marty. Vous publiez Face à l'état profond. Vous racontez 10 ans aux renseignements généraux. Vous avez évolué dans cette grande maison qui n'existe plus d'ailleurs, les renseignements hélas. généraux. Oui. Vous avez été un proche d'Yves Bertrand, vous avez été très proche de François Mitterrand. Oui. Il y a plusieurs photos d'ailleurs qui le prouvent. Vous l'accompagnez Oui. même dans les bureaux de vote. Oui. Vous l'accompagnez dans ses déplacements en province. Oui. Vous avez enquêté sur ce qu'on appelle l'état profond. Oui. L'expression d'état profond, elle est connue aux États-Unis. Oui, En France, elle n'est pas connue. c'est vrai. Alors, qu'est-ce que l'état profond ? On va commencer. Alors, l'état profond, c'est un concept politique, de sociologie politique, qui a été développé par un sociologue canadien qui a été diplomate canadien, qui est un professeur d'université, qui s'appelle Peter Dale Scott, un monsieur âgé, puisque maintenant, je crois qu'il a plus de 90 ans. Et il explique que l'état profond, c'est un conglomérat informel de hauts responsables. Alors, de hauts responsables un peu politiques, mais aussi surtout de l'armée, de la justice, de la police, des banques, de la grande industrie. Et ce conglomérat se réunit, il est protéiforme et il se réunit selon les époques, selon les moments, pour prendre des décisions politiques, financières et criminelles, qui soient des décisions qui soient favorables à ses intérêts. Alors cet état profond, il existe quasiment dans tous les États modernes. L'état profond américain, par exemple, mais c'est un autre sujet. Pour moi, l'état profond est à l'origine de l'assassinat de Kennedy en 63, de l'histoire du 11 septembre. C'est un autre débat, mais on voit totalement les manifestations de l'état profond. Et je dirais même dans les tentatives d'assassinat du candidat Donald Trump il y a un an et demi, on voit vraiment la main de l'état profond. C'est-à-dire que on voit des actions hors normes, des attentats, des tentatives d'attentats, des crimes de masse qui sont organisés de façon construite. Ce ne sont pas des actions isolées de personnes qui ont des initiatives privées personnelles comme ça. Chaque fois que vous voyez une mort brutale ou un événement brutal et qu'on vous donne une explication toute faite, en disant surtout ne cherchez pas, on vous donne tout de suite la solution. Là, vous devez avoir tilt, vous devez avoir le clignotant vert, ou orange ou rouge qui s'allume. Attention, l'état profond a fait quelque chose. Voilà. L'état profond peut-il exister dans des régimes autoritaires ? Par exemple, je vous en citais 3. La Turquie sous Erdogan, Poutine en Russie ou la Chine. Il peut y avoir un état profond dans ces pays-là où il y a vraiment un régime autoritaire. Mais absolument. Par essence, l'état profond, il est antidémocratique et il est peu visible. La nature de l'état profond, c'est d'être dans le caché, dans l'occulte. Donc ces régimes autoritaires, Turquie, Russie, Chine, ont évidemment un état profond. C'est même lui qui est le cœur du système, c'est le cœur du réacteur, l'état profond. C'est lui qui va dire, par exemple, qui fait suggérer à Poutine, eh bien, vu ce qui s'est passé depuis les événements de Maïdan en Ukraine, on a testé toutes les solutions. Maintenant, il faut faire l'opération spéciale. Voilà. Ou alors, un autre exemple intéressant sur la Chine, très intéressant, c'est les événements de 89 à la place Tiananmen. C'est quand il y a eu le soulèvement des étudiants à Pékin, qu'ils ont envahi les places, etc. Est-ce qu'il fallait qu'on agisse de façon molle ou modérée ou de façon violente? L'état profond a dicté les conduits en disant il faut qu'on réprime les manifestations étudiantes par la force et de façon autoritaire et spectaculaire. C'est l'état profond qui prend les décisions. Alors en général, il prend des décisions pour se maintenir au pouvoir, pour une transition de pouvoir, mais il prend les décisions qui permettent sa perpétuation. C'est un système de survie. C'est comme le lézard qui perd sa queue. Il va régénérer quelque chose pour continuer à vivre. C'est un peu ça, l'état profond. Voilà. Alors on est tenté de vous rétorquer, donc, comme certains le font par exemple sur Internet, sur les réseaux. Oui, mais c'est une vision complotiste. Que leur répondez-vous ? Je dirais que la vision complotiste, c'est la seule qui soit réaliste. Parce que franchement, dire vous êtes complotiste, vous êtes conspirationniste, j'en parle dans mon livre dont on va parler, ces étiquettes qui d'un coup visent à vous enlever toute faculté de recul,
toute critique. Qui empêche finalement... Oui, ben voilà. Parce qu'en réalité, on peut avoir une vision contradictoire. Oui. Simplement en enquêtant, on peut se dire c'est vrai ou c'est faux. Et on peut soi-même faire demi-tour en se disant là j'ai été un peu trop loin, le gars s'est vraiment suicidé. Mais non, ça peut être le cas parfois. Bien sûr, bien sûr. Mais souvent, on vous empêche. Exactement. D'enquêter. On vous empêche et on essaye en plus de vous culpabiliser en disant écoutez, qu'est-ce que vous allez chercher par paresse, c'est tellement simple. On nous donne une version, on la répète pas une fois ou deux fois, on la répète 10 fois, 100 fois, 1000 fois, on répète la même version pour vous empêcher de chercher, de faire vous-même votre propre investigation et de prendre du recul. Et alors que si vous êtes, entre guillemets, complotiste, vous allez réfléchir, il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce que je vais trouver par mes moyens ? Comment je vais réfléchir ? Parce que l'étiquette complotiste, elle est faite pour vous empêcher de réfléchir et de critiquer. Or, dès que vous voyez un événement qui sort un peu de la norme, qui vous semble étonnant, il faut réfléchir dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui était la victime ? Quels étaient les signes annonciateurs ? Comment ça se procède ? Et comment l'information mainstream est un rouleau compresseur qui écrase la vérité. C'est ce que je veux démontrer aussi dans mon livre, en disant que l'état profond, il peut fonctionner, surtout parce que il a la même mise sur les grands moyens de masse d'information. C'est surtout ça. Le plus bel exemple mondial de cela, n'est-ce pas finalement l'histoire des armes chimiques de Saddam Hussein, puisque tous ceux qui pensaient que l'Irak n'avait rien étaient traités de complotistes. Oui. On leur disait, ne cherchez pas, l'Irak a évidemment des armes. Oui, bien sûr. Mais il a fallu attendre des années pour avoir la vérité. L'histoire de... Oh non, si on allait regarder les vraies sources d'information, on avait compris que l'histoire des armes de destruction massive était complètement fausse. Mais si déjà on avait réfléchi 2 ans avant aux attentats du 11 septembre, si on avait réfléchi à ce qui s'est passé, à ce qu'on nous a raconté, à la vérité des événements de ce jour-là. Je dis souvent, je pose des questions à beaucoup de personnes, combien de tours se sont effondrées le 11 septembre ? Alors, ceux qui se sont contentés de voir les informations redites, répétées en permanence, vont dire 2 tours. Ceux qui savent que le WTC-7 s'est effondré à 17h30, ils vont vous dire 3 tours, mais c'est même pas la vérité. Le 11 septembre, ce sont 7 tours qui se sont effondrés. Pas 1, pas 2 ou 3, 7. Ça veut dire que face à la vérité des événements, quand vous regardez quelque chose, les médias mainstream qui roulent pour l'état profond vont vous occulter des éléments essentiels d'information qui vous permettraient de critiquer et de vous inscrire en faux par rapport à ce qu'on vous annonce en permanence dans les grands médias. Alors j'aimerais qu'on vienne à la France maintenant, Hubert Marty, puisque c'est le sujet de votre livre. Face à l'état profond, vous êtes ancien commissaire aux renseignements généraux, 10 ans au cœur de ce service, dans les échelons les plus élevés, proche de François Mitterrand, sous la direction aussi d'Yves Bertrand. Oui. Avant de rentrer au RG, le flic que vous étiez, avait-il conscience de cela ? Alors, je suis allé aux renseignements généraux par choix. Je décris mon itinéraire dans mon livre. Je revendique l'idée, je suis un intellectuel né. C'est-à-dire que dès que j'avais 16-17 ans, alors que mes collègues, ils allaient jouer au foot, ils allaient faire de la boxe, ils allaient faire du vélo. Et draguer les filles. Et draguer les filles. Moi, je me plongeais dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Libération, et je lisais des livres politiques. Donc, vous voyez, j'avais un tropisme. Après mon baccalauréat, je voulais faire l'ENA. Donc, j'ai fait Sciences Po, une année à Grenoble, que j'ai décrit, et puis j'ai fait 5 ans à l'Institut d'études politiques de Paris, où j'ai fait des très très bonnes études à Sciences Po à l'époque, licence en droit, maîtrise en droit. J'ai été admissible à l'ENA. Et comme je n'ai pas eu les oraux de l'ENA, et je voulais absolument être commissaire d'intérieur, j'ai passé le concours de commissaire. Je suis arrivé major, donc j'étais major de ma 35e promotion de commissaire. Et en sortant, je voulais prendre un métier actif, de renseignement, d'ouverture. Et comme j'avais fait toutes les directions de la police pendant mon stage, j'avais surtout fait de la sécurité publique, un peu de police judiciaire, un peu de DST, un peu de CRS. J'avais fait toutes les directions. Et j'avais fait aussi un stage au RG. J'étais à Grenoble en 85.
je me suis dit que c'est la direction qui me convient le mieux. Donc, il y avait à cette époque-là, quand je suis sorti, il y avait une quinzaine de postes ORG qui étaient proposés. Un des plus beaux, c'était Le Havre. J'ai pris Le Havre et je décris en détail ce que j'ai fait pendant 3 ans et demi dans ce poste, où je me suis vraiment éclaté parce que c'était la première cohabitation, la réélection de François Mitterrand. C'était une période assez faste au niveau économique. C'était un peu les débuts de la mondialisation. Il y avait une vraie droite, une vraie gauche qui s'affrontaient. Et j'ai connu des monstres sacrés de la politique. J'explique que j'ai connu Laurent Fabius, jeune Premier ministre. J'ai connu Jean Le Canuet, j'ai connu André Bettencourt. Je raconte un meeting avec François Léotard. Enfin, je raconte des tas d'événements comme ça. Et j'ai réussi une affaire antiterroriste fin 87 qui a permis l'arrestation de terroristes néo-nazis. Le raid est venu les arrêter. On a évité. Il y avait déjà 2 personnes qui ont été tuées, 4, 5, 6 blessés. Grâce à nos arrestations, on a évité un bain de sang parce que ces garçons se préparaient à faire une attaque dans un hypermarché. Comme on les a arrêtés à temps, Pasqua était ministre de l'Intérieur, il est venu me féliciter. Et ça a été le début de ma mise en lumière aux renseignements généraux. Donc, c'est à partir de cette d'affaire antiterroriste, on m'avait proposé d'aller en Corse, de succéder à Squarcini. J'ai refusé et je décris pourquoi. Et finalement, à la réélection de Mitterrand, comme j'avais été remarqué, le directeur des renseignements généraux qui arrivait, qui était l'ancien préfet de la Nièvre, Jacques Fournet, m'a choisi pour être patron DRG dans le département de François Mitterrand. Alors on revient sur des morts. Allons-y. Il y en a eu beaucoup. Hein. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Pierre Bérégovoy, vous êtes dans ceux qui estiment qu'il a été suicidé. Non mais c'est une expression maintenant, elle est tellement courante. Vous n'avez pas envie de vous suicider, vous. Je n'ai aucune envie de me suicider. Je n'ai pas d'envie suicidaire. Au contraire, l'envie de faire une. Pour vous, il a été suicidé, c'est clair. Ah oui, pour moi, il est clair qu'il a été éliminé, qu'il a été assassiné de façon très très claire. Et je produis mon enquête à l'appui de mon livre. C'est pas une thèse comme ça que j'ai soulevée pour me rendre intéressant, pas du tout. Je raconte d'abord en détail, dans mes 4 années dans la Nièvre, je raconte les mauvaises relations que j'ai eues avec Pierre Bérégovoy. Donc je suis d'autant mieux placé pour essayer de le réhabiliter post-mortem. J'ai pas eu de bonnes relations avec lui parce que c'était un homme qui était un peu buté, il était un peu obstiné, il avait ses têtes, il y avait des choses qui coinçaient dans sa tête. D'abord, il était petit et il n'aimait pas les gens très grands. Il n'avait pas fait beaucoup d'études, il avait qu'un CAP d'ajusteur et il n'aimait pas les gens très diplômés. Et pour lui, quand il m'a vu arriver dans la Nièvre, directeur départemental à 30 ans, il a tiqué, ça ne lui a pas plu. Donc, j'explique que mes relations avec lui, ça a été en dents de scie, sauf à la fin, où il s'est aperçu qu'il était victime d'une véritable machination d'État. Et cette machination d'État, elle a démarré après son discours du 8 avril 92 à l'Assemblée nationale, quand il dit qu'une des priorités de son gouvernement, ça va être de s'attaquer à la corruption. Reprenez ce discours. Il dit si la justice traîne dans les enquêtes, je pousserai les feux de la justice, nous irons au fond des dossiers, quels que soient les partis concernés. Et d'ailleurs, j'ai là une liste, vous vous souvenez de l'histoire, j'ai là une liste dans les mains de gens qui pourraient être inquiétés par ces enquêtes. Donc à partir de là, il est évident que toute la classe politique française a pris peur. Et moi, je suis un des premiers témoins parce que dès qu'il est nommé Premier ministre, je suis prié de quitter mon poste. Je fais de la résistance et 2 semaines après mon faux départ, puisque je vais rester dans les Nièvres encore 2 mois, je suis contacté par des proches de Mitterrand qui me disent on prépare une opération pour déstabiliser Bérégovoy. Donc, 1 an avant l'avènement du canal, j'ai été involontairement au courant qu'il se préparait quelque chose. Donc je savais que je ne pouvais pas du tout imaginer qu'on allait finir par le tuer un soir du 1er mai. Je pensais que ça serait qu'une neutralisation politique,
Mais le problème était que Bérégovoy, il avait été 6 ans au ministère des Finances. Et quand on est au ministère des Finances, on recueille énormément d'informations confidentielles sur des flux financiers. Et souvenez-vous qu'à cette époque, nous avions tellement de scandales. Il y avait le scandale Péchinet, il y avait Urbagraco, il y avait le scandale Elf, il y avait les frégates de Taïwan, il y avait le Crédit Lyonnais, il y avait une succession d'affaires qui faisait que Bérégovoy avait avec lui des vraies bombes. C'était quelqu'un qui pouvait dynamiter la classe politique française. Donc il a été victime d'un consensus politique pour dire si on veut survivre, si on veut continuer entre nous nos magouilles de corruption, gauche, droite et centre confondus, il faut absolument qu'on se débarrasse de Bérégovoy. C'est ce que je décris dans mon livre. Dans votre livre, il y a aussi la grande affaire sur la princesse Diana. Alors, permettez-moi, Yannick, que sur la princesse Diana, j'en parlerai dans mon tome 2, parce que si je déroule toutes les enquêtes auxquelles j'ai participé, je peux faire 3 livres. Franchement, 3 livres. Bon, mais sur la princesse Diana, vous êtes aussi de ceux qui pensent que ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Et ce n'est pas du tout un accident. Et comme j'en apporte l'épreuve pour Bérégovoy, dans le 2e tome, je décrirai ce qu'il s'est passé et j'apporterai des éléments et des preuves qui n'en sont jamais sortis jusque-là. C'est l'intérêt de ce livre, c'est que 20 ans, 30 ans après des événements, 40 ans, des chercheurs indépendants qui sont des anciens policiers, ça peut être des journalistes, ça peut être des magistrats, mais ce sont des gens qui sont des professionnels de l'enquête. J'apporterai des éléments expliquant ce qui s'est passé pour l'affaire Diana. Voilà. Il y a toujours eu des morts mystérieux. Toujours. Voilà, des suicides mystérieux. Oui. De Giscard, Mitterrand, Chirac. Oui. Quand maintenant vous êtes retiré, voilà. Je suis en retraite depuis 10 ans, plus de 10 ans. Vous voyez un fait divers. Un tel a fait une chute en montagne, un tel s'est pendu, un tel ceci. Comment réagissez-vous à cela ? Alors, tout de suite, avec beaucoup... Sans éléments, évidemment, puisque vous êtes retiré. Voilà, mais je réagis toujours avec beaucoup de méfiance et beaucoup de circonspection. D'abord, j'essaye de voir les circonstances de l'événement. Alors, pourquoi cet homme qui grimpait sur l'échelle de Notre-Dame, il est tombé dans un ravin ? Pourquoi cet homme politique qui allait publier un livre, tout d'un coup, il a un gros coup de déprime, voilà. Pourquoi tel chercheur privé qui fait de l'intelligence économique, tout d'un coup, on le retrouve dans sa voiture avec une balle dans la tête. Je me pose toujours des questions. J'essaye d'examiner qu'est-ce qu'a fait la victime. Et chaque fois, je trouve que ce sont des gens qui ont eu un certain courage et qui ont eu une certaine vérité, une liberté de parole. Ils ont pris position sur des sujets nationaux, ils ont critiqué des hommes politiques, ils se sont présentés en alternative, pas en alternance politique, mais en alternative, en disant voilà, je me pose des questions sur tel sujet. Et au lieu de faire un débat en disant voilà, on va vous apporter des éléments pour et contre sur ce que vous dites, on les retrouve brutalement suicidés. Donc ce sont pour moi des mauvais signes d'une dérive de notre pays qui n'est pas propre à la France, mais qu'on voit dans de nombreux autres pays. Donc dès qu'il y a une mort brutale, il faut s'interroger qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il disait et qui le dérangeait. Et là, on trouve rapidement des réponses, apparemment. On trouve rapidement des réponses. D'ailleurs, vous êtes prudent aussi, Hubert Marty, puisque votre livre dérange, mais pas au point de vous suicider. C'est pour ça que vous êtes vous arrêtez à Chirac. Hein, oui. Oui. Je m'arrête. Voilà. Dans ce livre-là, je m'arrête. C'est-à-dire que vous avez peur aussi. C'est pas honteux d'avoir avoir peur. C'est pas. Non, je n'ai pas vraiment peur. Pour l'instant, non, je n'ai pas peur. Mais dans le premier tome, je m'arrête à l'année 93. Et parce que j'explique quand même que les 2 premières cohabitations, ce sont des périodes très très intéressantes. Il y a même des éléments, des choses dont je ne parle pas, dont je pourrais parler dans d'autres thèmes. Il y a eu d'autres morts sur lesquelles on ne s'est jamais vraiment interrogé, et pour l'instant, pourtant, on pourrait s'interroger. Je pourrais peut-être vous en parler d'une sur lesquelles personne ne s'est vraiment interrogé.
Je vais vous parler de la mort du ministre de la Défense, Charles Hernu. Il se trouve que Charles Hernu était quand même un proche de Mitterrand. Il a été 4 ans ministre de la Défense. Il a été sacrifié après le scandale du Rainbow Warrior en 85. C'était un des grognards de Mitterrand. Il avait de très bons contacts dans la gendarmerie, dans l'armée. Il passait très bien avec de nombreux élus. Et il est mort bizarrement d'une espèce de crise cardiaque lors d'un meeting politique à Bron en 90. Quand on regarde un peu la façon dont il est mort, moi j'ai eu des éléments. Apparemment, il aurait subi une injection vite fait dans le cou d'un produit. Il aurait été plus ou moins empoisonné. Cette histoire n'a jamais fait l'objet d'une enquête. On a dit qu'il avait eu un malaise cardiaque sur la scène, etc. Pourtant, il y avait de quoi s'interroger. Il y avait de quoi se poser des questions en disant mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme-là, apparemment en pas mauvaise santé, ait subitement une crise cardiaque à la tribune. Est-ce lié au fait qu'il y ait certaines rumeurs, affirmations comme quoi il aurait été un agent du KGB? Alors, c'était pas un agent du KGB, c'était un agent du service secret bulgare. Bulgare, mais après on dit rémunéré par le KGB. Oui. Bon, enfin, c'est la même famille. Hein. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment creusé le dossier. Il faudrait que je m'y intéresse. C'est possible, mais j'ai quand même quelques doutes. De toute façon, dans la vie politique française, si vous regardez les attaches des uns et des autres depuis un siècle, vous trouverez de nombreux élus, ministres et même peut-être présidents qui ont eu des attaches avec des services secrets américains, russes ou autres. Américains beaucoup. Hein. Américains beaucoup. Ah ouais, et Américains énormément, bien sûr. Et qui, pour autant, n'ont pas fait qu'une politique négative pour la France. Il y en a qui ont eu aussi des actions positives. Alors, quand je reviens au passé, je disais que je m'arrête en 93. Mais je démarre un peu le champ de mes investigations à une mort sur laquelle personne ne s'est vraiment interrogé. Et pourtant, il y a de quoi s'interroger. C'est la mort de Georges Pompidou. Parce que Pompidou, quand on réfléchit, c'était le premier successeur du général de Gaulle. Et il avait continué au niveau étranger, politique internationale, la même politique que les générales. C'est-à-dire un équilibre entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et on était un peu la troisième force. On permettait aux deux grands de discuter. Et on avait abrité quand même les négociations pour la paix au Vietnam. On a tendance à l'oublier. C'était à Paris qu'avaient lieu les discussions américano-vietnamiennes. Donc, on avait un rôle diplomatique important. Et je pense que Pompidou, quelque part, agaçait les Américains. Donc, je me pose toujours des questions sur la fameuse maladie qu'il a eue, la maladie de Waldenström, qui touche à peu près 20 personnes par an en France. Donc la probabilité pour que ça touche le président de la République, elle est quand même assez faible. Elle est très faible. Et elle est d'autant plus étonnante quand on voit que à partir de 1973, la CIA avait quasiment mis un focus sur Pompidou et se débrouillait pour recueillir ses urines et les analyser pour savoir où en était sa maladie. Ça voulait dire que soit ils voulaient le soigner, lui proposer peut-être quelque chose d'efficace, soit ils attendaient sa fin. Et alors, qui ont-ils comme candidat après Pompidou? Ils en ont deux. Il y a deux candidats atlantistes. Il y a Giscard d'Estaing, qui a toujours été pro-américain, pour lequel le modèle c'était John Fitzgerald Kennedy. Et il y a Mitterrand. Mitterrand, qui était un atlantiste connu sous la 4e, qui a toujours eu des positions assez pro-américaines sous la 4e République, et qui s'est opposé souvent à De Gaulle dans la politique d'indépendance nationale. Notamment, on a complètement oublié, mais regardons les positions de Mitterrand quand on est sorti de l'OTAN. Quand De Gaulle est sorti de l'OTAN, Mitterrand n'était pas du tout d'accord. Il faisait partie de cette génération politique issue de 1944-45 qui estimait que la France devait être toujours plus ou moins dans le giron américain. Alors, dans mon livre, je développe, on va venir aux morts brutales, je développe 3 morts brutales sous Giscard d'Estaing. D'abord, c'est un vrai assassinat, c'est l'affaire de Broglie, le prince de Broglie,
qui a été assassiné le 24 décembre 1976. Alors, il a été tué 3 semaines après la fondation du RPR par Jacques Chirac. C'est important de le noter, parce que De Broglie avait, semble-t-il, avec lui, un dossier encombrant, c'est le dossier de financement de la campagne de Giscard. Et j'en parle dans mon livre. Quand on creuse, on se rend compte que la campagne de Giscard, elle avait été financée par des banques espagnoles. La Banco Popular, la Matesa, et puis des banques liées à l'Opus Dei. Donc, les dossiers qu'avait le prince de Broglie étaient encombrants pour Giscard, et il avait décidé d'aller les passer à Chirac, qui devenait l'opposant numéro 1 de Giscard d'Estaing. Donc j'ai eu la chance, parce que dans mon livre, il y a les événements que j'ai connus directement, mais j'ai aussi eu la chance de rencontrer des personnages qui m'ont donné beaucoup d'éléments. Alors dans les personnages qui m'ont donné des éléments, j'ai été un ami jusqu'à la fin de sa vie de Roland Dumas, avec qui j'ai eu de nombreuses discussions politiques. Mais j'ai aussi eu la chance de connaître Guy Simonet, qui était le policier qui a organisé l'assassinat du prince de Broglie. Et Guy Simonet m'a raconté pas mal de choses sur les événements qu'il a connus à cette époque, notamment à la Santé. Il a eu l'occasion de croiser Jacques Messrine. Et Messrine, ce qui est troublant de constater, c'est qu'il semblait avoir des complicités au sein de l'État. Quand on regarde la façon dont Messrine s'est évadé, notamment de la Santé en 1978 et d'autres évasions, on se dit qu'il a bénéficié de l'appui ou de la connivence de personnes au ministère de la Justice. Voilà. Donc j'explique est-ce que Messrine a participé à l'assassinat de Robert Boulin, parce que après De Broglie, en 1976, nous avons eu la mort de Robert Boulin, qui est très certainement liée à celle de Broglie. Et après Robert Boulin, il y a la mort d'un autre ministre, c'est Joseph Fontanet, qui meurt le 8 janvier 1980, ou 8 février 80, et qui lui aussi aurait eu des confidences de la part de Broglie sur le financement de la campagne de Giscard. Donc on a 3 morts de ministres qui sont liés à des affaires d'État. Voilà. Et voilà. J'ai une dernière question, Hubert Marty. Avez-vous le sentiment que ces affaires de morts mystérieuses organisées par l'État profond se sont amplifiées ces dernières années? Je dirais que oui. Je vais pas évoquer une liste, mais il y a une liste qui circule sur les réseaux et où on voit le nombre de morts, oui. Alors qui ne sont pas nécessairement ce ne sont pas nécessairement des hommes politiques, mais ça peut être aussi des lanceurs d'alerte. Je pense à Claire Séverac, par exemple. Des lanceurs d'alerte sur des problèmes de conditions de vie, de météo, des problèmes pharmaceutiques, des problèmes de médecine, des gens qui visent à dénoncer des scandales. L'État profond ne fait plus que s'attaquer seulement à des objectifs politiques. Il s'attaque à tout ce qui dérange les lobbies puissants. Que ce soit le lobby de l'armement, la santé, l'armement, les lobbies automobiles, pétroliers, ce sont les principaux lobbies en France, et aussi agroalimentaires. Il ne faut pas oublier les luttes pour le pouvoir agroalimentaire. Vous savez que tous ces lobbies font des actions énormes à Bruxelles pour adopter ou freiner des réglementations sanitaires et chimiques européennes. Donc cet État profond, il vise à éliminer tout ce qui gêne ses objectifs et sa rentabilité. Voilà. Alors dès qu'il y a des milliards qui sont en jeu, finalement. La clé de lecture, c'est pas ça? Oui, c'est un peu ça. La clé de lecture, c'est dès qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu et que le système doit tourner normalement, il doit remplir les poches des gens, des tenants de ce système, des gens qui l'ont organisé. Si on ne touche à rien, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on commence à le contester, à mettre un grain de sable dans la machine et à dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, il y a une espèce d'alerte qui se fait, une espèce de puce à l'oreille, d'éveil, et ça peut aller jusqu'à la mise hors circuit de ces lanceurs d'alerte. Merci Hubert Marty. Merci beaucoup. Vous êtes ancien commissaire des renseignements généraux.
Vous publiez déjà le tome 1 Oui, sur vos 10 ans passés. 10 ans passés au RG. Et mon livre et mon histoire, vous pouvez l'avoir sur mon site, Hubert Marty. hubertmarty.fr. Marty avec un Y. AY, Ouais. et dans lequel vous verrez ma biographie, quelques photos, et sur lesquelles vous pourrez commander le tome 1 de Face à l'état profond. Face à l'état profond. Voilà. Le livre est signé Hubert Marty. Merci. Merci beaucoup Yannick, merci.